Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Au sommaire de ce mercredi, AG2R La Mondiale, Marguerite et Action Logement s'unissent pour accompagner les retraités, les aider à adapter leur habitat pour vivre plus longtemps à domicile. La directrice générale de Marguerite, Marion Hayette, sera mon invitée et nous dit tout juste après ces titres quel rôle joue l'hydrogène et quel rôle jouera l'hydrogène dans la transition énergétique. C'est notre débat tout à l'heure, alors que le forum Hydrogen Business for Climate vient de démarrer, organisé par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis dans Smart Ideas, je recevrai Hariba Rehman, c'est la présidente de Citizen Entrepreneur Réseau qui favorise l'entrepreneuriat citoyen et qui accompagne les jeunes entrepreneurs. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Marion Hayette, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc la directrice générale de Marguerite. Avant de détailler ce projet commun dont je parlais dans les titres avec AG2R, la Mondiale et Action Logement, présentez-nous Marguerite. Votre cœur de métier, c'est quoi? Alors, Marguerite est une plateforme nationale de care management. C'est-à-dire que des experts en intervention sociale accompagnent des familles, des personnes âgées ou en situation de handicap dans leur parcours de vie. Pour permettre leur maintien à domicile le plus longtemps possible dans les conditions les plus favorables. L'objectif pour nous, c'est, on a constaté que les personnes âgées, d'une manière générale, lorsqu'elles vivent une situation de dépendance ou bien de rupture de parcours qui les conduit à une situation de dépendance, se retrouvent face à un écosystème de prise en charge et de services qui est à la fois très complet en France, mais aussi très fragmenté. Oui, c'est complexe, il y a plein d'interlocuteurs différents. Exactement, que ce soit du public ou du privé, et avec des champs qui sont très nombreux dans la prise en charge de ces parcours de vie. L'idée pour nous aujourd'hui, c'était de créer un interlocuteur unique, une porte d'entrée qui permette à ces personnes de recevoir de l'information sur les modalités de prise en charge, sur le recours aux droits, et de pouvoir les accompagner dans toutes les démarches pour les mettre également en relation avec des réseaux de proximité qui seront susceptibles de les prendre en charge. Est-ce que c'est une activité qui a souffert et qui souffre de la crise Covid, ou est-ce que vous maintenez une croissance malgré tout? On maintient une croissance malgré tout, l'avantage étant qu'on est une plateforme qui est opérée uniquement en distanciel. Comme je le disais précédemment, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir aiguiller ces familles, les orienter, et ensuite les mettre en relation avec des acteurs qui vont intervenir au domicile de la personne sur différents champs. Et aujourd'hui, cette manière de procéder, cette méthodologie en distanciel, nous a vraiment permis d'avoir un rôle central pendant notamment les périodes de confinement, puisqu'on a vécu, on a vu des situations vraiment dramatiques au domicile, avec des ruptures de prise en charge dues au contexte sanitaire. Et effectivement, on a vu des personnes qui n'avaient pas mangé depuis 4 jours, par exemple, ou qui avaient chuté à leur domicile. Et donc là, c'est une intervention d'urgence que vous devez Exactement. organiser. Ça a été vraiment le cœur de notre activité. Ça a donné lieu à la création d'une campagne solidaire, nationale également. Et l'objectif était vraiment de pouvoir les accompagner et de trouver des réponses à une situation d'urgence. Alors, vous venez donc d'unir vos forces avec AG2R La Mondiale et Action Logement. En quoi consiste cet accord? Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Alors la première chose, c'est qu'effectivement, Action Logement est un acteur central de l'économie sociale et solidaire qui a signé un plan d'investissement volontaire de 9 milliards d'euros sur 7 mesures phares, dont l'adaptation du logement au vieillissement. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il propose une aide financière à hauteur de 5 000 euros pour des personnes qui ont 70 ans et plus et sous conditions de ressources financières, où ils vont pouvoir aménager leur logement. Donc changement de baignoire en douche, adaptation des sanitaires et des lavabos PME. L'idée est toujours de pouvoir permettre ce maintien à domicile dans les meilleures conditions le plus longtemps possible. Donc ça, c'est l'impulsion d'Action Logement. AG2R La Mondiale, quel rôle joue l'assureur? Sont très engagés dans les problématiques du vieillissement et de la transition démographique et ont une politique d'innovation qui est tournée vers les besoins fondamentaux de la personne. Donc l'habitat, prévention santé, aide aux aidants notamment. Ça va se traduire par des aides individuelles et des partenariats justement. Donc, ils vous ciblent les bonnes personnes, en quelque sorte. Le terme n'est peut-être pas le bon, mais c'est eux qui vous disent voilà quelle famille pourrait avoir besoin de vous? C'est juste, effectivement, cette action est au bénéfice des allocataires AG2R La Mondiale. L'objectif étant, dans ce partenariat tripartite, de pouvoir nous repérer des personnes qui sont éligibles au programme de rénovation de l'habitat,
de pouvoir leur apporter toutes les solutions et les aider dans les démarches pour qu'ils puissent bénéficier de cette aide. Je vous ai entendu, là, vous avez donné des exemples qui sont uniquement dans la salle de bain. Pourquoi vous ciblez la salle de bain? C'est le cœur de l'aide Action Logement, de pouvoir rénover la salle de bain. Il faut savoir que c'est vraiment une pièce très accidentogène. On a vu des personnes qui mettent des serviettes dans la baignoire pour ne pas déraper, ne sachant pas qu'effectivement, c'est peut-être tout l'inverse qui va se passer. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir adapter ce logement au vieillissement, et notamment cette pièce. Alors, comment ça se passe? Comment ça marche? Imaginons une famille qui entre en contact avec vous. Quelle est la démarche qu'elle doit faire et quel service vous allez lui proposer? Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un contexte où il y a une place prépondérante au télémarketing, tourné notamment vers les personnes âgées qui sont sursollicitées par des démarchages quotidiens. C'est très difficile aujourd'hui pour eux, et ça a été le cas sur les programmes d'isolation à 1 €. C'est vraiment difficile pour eux de faire la différence entre une arnaque potentielle et un dispositif réel. Le dispositif Action Logement permet de financer donc à hauteur de 5 000 € les travaux dans la salle de bain, avec le cas échéant une prise en charge à 100%, donc sans reste à charge pour la personne. L'idée aujourd'hui de ce partenariat, c'est d'apporter, d'être vecteur de confiance sur ce dispositif qui fonctionne, qui est réel, de pouvoir accompagner les personnes dans la démarche, donc identifier des problématiques de vie qui donneraient lieu à effectivement un besoin en adaptation du logement, de pouvoir ensuite les accompagner dans toutes les démarches, c'est-à-dire depuis le test d'éligibilité jusqu'à compléter toutes les pièces au dossier, trouver des professionnels qui vont être d'une part adaptés aux exigences du programme et d'autre part qui vont être réellement qualifiés pour intervenir, puisque ça aussi c'est une problématique de surfacturation et autres qu'on peut voir chez les professionnels qui interviennent dans le bâti. Et l'idée, c'est de pouvoir suivre tout au long de la démarche les travaux et l'accord sur le financement. C'est quoi les conditions d'éligibilité? Alors, essentiellement, c'est être âgé de 70 ans et plus. Et ensuite, c'est correspondre aux plafonds qui correspondent aux plafonds ressources modestes et très modestes de l'ANA. D'accord. Et donc, pour ces familles-là, les 5 000 €, c'est 5 000 € de toute façon ou ça dépend des revenus? Devis. Ça dépend du devis Ça dépend du devis et des revenus. besoins en travaux, tout à fait. Alors, quelques chiffres en France. La population des plus de 60 ans pourrait augmenter de 60% d'ici à 2060. Et selon l'Institut CSA, plus de 8 Français sur 10 souhaitent vivre à domicile le plus longtemps possible. Marion Hayet, si on connecte ces deux chiffres, ça nous donne une idée du défi économique, mais sociétal aussi, qu'on doit relever ensemble. Tout à fait. C'est aujourd'hui c'est effectivement une transition démographique qui est en cours, qui va amener, comme vous le disiez très justement, à 2060 que les 60 ans et plus représentent plus de 60% de la population. Aujourd'hui, l'enjeu, il est vraiment dans la coordination des parcours, dans l'accompagnement et dans tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, puisqu'effectivement, 85% de ces personnes souhaitent rester vivre à domicile le plus longtemps possible. Donc il y a une vraie nécessité de repenser les parcours, la prise en charge et les axes serviciels notamment. Vous êtes aidé par des professionnels de santé dans la démarche pour identifier justement les besoins des familles? Alors très juste, effectivement, nous de base, on a une équipe qui est effectivement pluridisciplinaire, essentiellement des travailleurs sociaux, donc assistantes sociales, ergothérapeutes. Et effectivement, l'objectif pour nous, c'était vraiment d'avoir une prise en charge qui soit au plus précis en fonction des besoins de la personne. Donc typiquement, on fait appel aussi à des ergothérapeutes qui sont eux professionnels de santé et qui, sur les situations les plus complexes, vont pouvoir apporter leur expertise. Alors, je reviens au fonctionnement, parce que vous dites on est en distanciel. Donc, qui se charge d'évaluer les besoins? Qui va chez la personne ou dans la famille? Alors, au démarrage du programme, ce sont nos care managers qui, effectivement, prennent des rendez-vous téléphoniques, vont effectivement discuter de la situation avec les personnes, comprendre leurs problématiques du quotidien et leur niveau d'autonomie, pouvoir apporter des solutions. Et ensuite, on va nous mandater des professionnels dans les travaux de l'ordre du bâti, de la rénovation du logement, pour qu'ils puissent venir évaluer les besoins précisément chez la personne, qu'ils puissent valider effectivement notre expertise et proposer un devis d'adaptation du logement. Vous imaginez aider combien de familles proposées par AG2R La Mondiale dans les 2, 3, 4, 5 ans à venir? Est-ce que vous avez anticiper la demande que ça allait représenter?
Oui, alors effectivement, dans le cadre de cette expérimentation précisément, on va aider 150 bénéficiaires, essentiellement néo-aquitains. Et l'objectif, c'est de pouvoir effectivement promouvoir ce type de coordination et de prise en charge pour qu'effectivement, à terme, les programmes soient adaptés. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir sur le programme d'aide à la rénovation de l'habitat de Action Logement, c'est que c'est un parcours qui est 100% dématérialisé. Et si effectivement, en termes de gestion, c'est vecteur de performance dans la gestion des dossiers et le temps de prise en charge, c'est aussi une contrainte pour des publics qui ont 70 ans et plus. Donc l'idée, c'est de repenser des modèles d'accompagnement, de coordination et d'axe serviciel pour que demain, il y ait une vraie fluidité dans ces parcours de prise en charge et un accompagnement toujours centré sur l'humain. Pour une jeune entreprise comme Marguerite, vous êtes créée il y a peu de temps, septembre 2019, c'est ça ce que vous m'avez dit juste avant qu'on démarre cette interview. Un accord comme celui-là, c'est quoi? C'est comme une bouffée d'oxygène ou comme un appel d'air? Comment vous l'évaluez? Effectivement, on est très heureux de ce partenariat et c'est partagé Parce que c'est du business, il faut dire les choses comme elles sont. C'est du business à venir pour vous. En fait, sur la première année de lancement, on a vraiment fait preuve de concept. Le care management, c'est quelque chose qui est très développé aujourd'hui au Canada, en Europe du Nord, mais très peu en France. Et l'objectif pour nous, c'est de démocratiser ce métier et effectivement de pouvoir faire preuve de ce concept. C'est ce qu'on a pu faire avec d'autres partenariats qui ont eu cours avec Marguerite, notamment donc avec AG2R La Mondiale, avec qui on avait déjà travaillé, qui nous avait fait confiance, également le groupe Vive et d'autres bailleurs sociaux essentiellement. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un partenariat tripartite avec une confiance qui est renouvelée. Et le souhait, c'est vraiment de pouvoir expérimenter des programmes qui vont pouvoir se développer à plus grande échelle plus tard. Merci beaucoup. Merci Marion Hayette. Bon vent à Marguerite. Tout de suite, on débat autour de l'hydrogène, l'énergie de l'avenir. Quel rôle jouera l'hydrogène dans la transition énergétique? C'est le thème de notre débat avec Philippe Boucly. Bonjour, vous êtes le président de France Hydrogène. Bienvenue. À vos côtés, David Galzo. Bonjour. Bonjour. Vous présidez la société Avion Mauboussin. On est en pleine actu, je le disais juste avant qu'on démarre. Il y a à la fois ce forum Hydrogène Business for Climate qui est organisé par la région Bourgogne-Franche-Comté et puis 4 ministres qui viennent d'annoncer ce lundi l'installation d'un conseil national de l'hydrogène, dont vous êtes membre, oui. Philippe Boucly. Si vous deviez donner l'un et l'autre une ou deux qualités de cette source d'énergie, vous diriez quoi, Philippe Boucly? C'est un vecteur énergétique polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut jouer beaucoup de rôles, et notamment 2 rôles principaux, qui est décarboner l'ensemble de l'économie, pas seulement l'industrie, mais également la mobilité, mais également le résidentiel tertiaire, les bâtiments. Et aider également, deuxième rôle, aider à intégrer les énergies renouvelables dans le système énergétique. Donc c'est vraiment les 2 rôles fondamentaux. Et pour vous, en quelques mots? L'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est le carburant le plus compact qui permet de remplacer au mieux pour l'aviation, avec ses contraintes particulières de poids, voilà, que tout le monde imagine bien, de remplacer un couple idéal d'un point de vue d'ingénieur qui est la turbine et le kérosène, qui sont merveilleux d'un point de vue compacité et un petit peu moins acceptables d'un point de vue évidemment émissions de CO2 et préservation de l'environnement. Oui, quand on compare, si on parle d'aviation, l'hypothèse électrique et l'hypothèse hydrogène, la plus réaliste, c'est l'hydrogène. Pour avoir des missions qui remplaceront au mieux les missions actuellement réalisées avec les carburants fossiles, évidemment, les batteries, chacun sait qu'elles ont une autonomie limitée de par leur poids. Et en aviation, nous avons un ennemi numéro 1 qui s'appelle le poids. Voilà. Alors, pour bien comprendre, je me suis dit, mais comment on fait de l'hydrogène, Philippe Boucly? Comment on transforme l'élément chimique en carburant? Parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Alors l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans la nature. Ceci étant, il est souvent lié à d'autres atomes, et notamment au carbone ou à l'oxygène. Donc il va falloir couper les liaisons entre l'hydrogène et ces autres atomes. Donc il y a actuellement 95% de l'hydrogène qui est produit par ce qu'on appelle du vaporéformage, c'est-à-dire qu'on casse la molécule de méthane. La molécule de méthane, c'est CH4, donc de l'hydrogène accroché à du carbone, avec à haute température, vers 600-700 degrés. On coupe cette liaison, et donc on a d'une part de l'hydrogène,
le mauvais côté de la chose, c'est que pour 1 kg d'hydrogène, vous produisez 10 kg, enfin 9 kg, 9-10 kg de gaz carbonique. Ouais. Ça, c'est une façon. Donc, si je vous comprends bien, cette technique-là, elle est quand même gourmande en énergie et d'une certaine façon polluante. Elle est polluante dans la mesure où on produit... Alors là, j'ai cité le gaz naturel, mais on peut l'extraire également d'autres hydrocarbures, le fuel, et puis on peut l'extraire également du charbon. Le charbon, c'est plus de 20 kilos par kilo d'hydrogène. C'est pas complètement à jeter à la poubelle dans la mesure où on peut capter ce gaz carbonique et le séquestrer. Et donc, ce sont des techniques qui, au moins dans une phase transitoire, pourront nous aider à développer massivement les quantités d'hydrogène. Et l'autre technique, alors ? Alors, l'autre façon, c'est de casser la molécule d'eau. Donc là, c'est l'électrolyse. C'est tout le champ de l'électrolyse, avec 3 catégories d'électrolyse. L'électrolyse qu'on appelle alcaline, qui est traditionnelle, qui existe depuis très longtemps. L'électrolyse PEM, qui démarre, que l'on dit plus flexible, mais qui est un peu moins mature que l'électrolyse alcaline. Et puis, une technique qui semble très prometteuse, notamment en termes de rendement, c'est l'électrolyse haute température, où là, on va électrolyser non pas de l'eau, mais de l'eau liquide, mais de l'eau gazeuse, mais alors, donc de la vapeur. Le titre, pendant que vous nous parlez, là, c'est l'hydrogène décarboné. C'est quoi? Quand on parle d'hydrogène décarboné, dans la liste que vous venez de faire, est-ce que c'est l'une des techniques particulières ou toutes les techniques dont vous avez parlé? Décarboné, ça veut dire qu'il faut qu'en sortie, on n'ait pas de carbone. Ouais. Donc ça peut être le SMR, le vaporéformage, si on capte le gaz carbonique et qu'on l'enterre, qu'on le séquestre. Donc là, l'hydrogène produit sera décarboné. Si vous faites de l'hydrogène par électrolyse, mais avec une électricité très carbonée, suivez mon regard du côté de la Chine, là, vous allez avoir un hydrogène carboné. Bon, on a pris un peu de temps, mais c'est important parce que si on se dit l'hydrogène, énergie d'avenir, il faut quand même répondre à cette question majeure. Et vous avez une solution qui émerge. Il n'y a pas encore beaucoup de projets. C'est ce qu'on appelle la thermolyse de la biomasse. C'est-à-dire... on refait, pour être simpliste, on refait des usines à gaz, mais la charge n'est plus du charbon, mais de la biomasse. Bon, j'espère que tout le monde a compris de quoi on parlait. David Galzo, l'objectif du gouvernement, c'est de développer cet hydrogène décarboné. 7 milliards d'euros investis d'ici 2030. Quand j'entends Philippe Boucly, je me dis on en est quand même au stade de la recherche. Et vous, pour vos avions, vous en êtes où ? Alors, on a dépassé le stade de la recherche, puisqu'il y a des démonstrateurs qui ont volé d'avions volant à l'hydrogène, qui étaient des démonstrateurs qui n'avaient pas de charge utile. Chez Avion Mauboussin, on veut être les premiers à faire voler un avion avec une charge utile réaliste, donc se rapprocher des performances des avions, puisque c'est notre cas, avec des propulseurs classiques, en utilisant l'hydrogène et en le convertissant en force motrice, soit avec des turbines, soit avec des piles à combustible et des hélices, de façon à avoir un avion dont on a remplacé littéralement le carburant fossile par un carburant propre, et éliminant les pollutions locales, avec une mission réaliste, c'est-à-dire avec une charge utile, des passagers, de la vitesse et du rayon d'action. Est-ce que ça veut dire que ces avions qui seront propulsés à l'hydrogène, ils vont changer? Là, je pose vraiment une question de passager. C'est-à-dire, je monte dans un avion propulsé à l'hydrogène, est-ce qu'il ressemble à un avion d'aujourd'hui? Alors, dans certains cas, ils peuvent ressembler à un avion parce qu'on a réussi à intégrer l'hydrogène, dont le point principal d'intégration physique, c'est le réservoir. On a une petite problématique d'ingénieur qui est qu'un réservoir d'hydrogène à énergie équivalente, c'est 4 fois plus volumineux qu'un réservoir de kérosène. Ah oui. Donc on pourrait les imaginer un peu plus ventrus, ces avions, c'est ça ? Pour les petits avions, on peut imaginer des choses. Après, on peut évidemment refaire l'architecture des avions telle qu'elle a été établie, grosso modo. Un avion de ligne d'aujourd'hui, c'est les années 50. Nos prédécesseurs ont inventé dans les années 50 les deux formules, l'avion de ligne tel qu'on le connaît aujourd'hui, moteur à l'arrière ou moteur sous les ailes, et puis on n'a pas beaucoup innové dessus depuis. On peut profiter de ce challenge énergétique et écologique pour optimiser encore un peu plus les formes et intégrer l'énergie hydrogène à bord. Ce plan dont je parlais, les 7 milliards d'euros, vous allez d'une façon ou d'une autre en bénéficier ? Alors, on espère bien en bénéficier puisqu'on est à l'intérieur de la région Bourgogne-Franche-Comté soutenu par les pouvoirs publics locaux et j'espère bientôt nationaux, de façon à ce que nous puissions
développer sur un banc d'essai, puis mettre en vol très rapidement un premier démonstrateur d'avion à hydrogène avec une charge utile représentative. Philippe Boucly, la mise en place d'un Conseil national de l'hydrogène, je rappelle que vous en êtes membre, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire qu'il y a là une mobilisation industrielle de la France, l'objectif, l'ambition de créer une filière? C'est très important. Alors, vous parliez de 7 milliards d'investissements. En fait, l'investissement, c'est beaucoup plus. 7 milliards, c'est le montant que le gouvernement décide d'allouer au soutien de la filière. L'investissement, nous l'avions évalué au mois de juillet à l'ordre de 24 milliards d'euros. Okay. Et avec des soutiens qui vont venir du gouvernement, donc ce sont les 7 milliards, mais également des régions, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, et quasiment toutes les régions de France ont une feuille de route ou une stratégie hydrogène, et un soutien également de la part de l'Europe. Alors, ce Conseil national de l'hydrogène va être une sorte de, je dirais, de tour de contrôle, et c'est très important parce que le plan Hulot a donné une impulsion à l'hydrogène, mais ça restait un peu l'apanage du ministère de la Transition écologique et solidaire. Là, il s'agit véritablement d'un changement de gouvernance, d'une volonté des ministres, des 4 ministres qui se sont exprimés et qui ont mis en place ce Conseil national de l'hydrogène, d'avoir une approche, je dirais, interministérielle. Il y aura d'ailleurs un coordinateur interministériel qui va être nommé prochainement, il sera nommé le 21 janvier, et qui va, disons, orchestrer ce déploiement de l'hydrogène en France et la montée en puissance de cette filière. Parce que cette filière, aujourd'hui, elle est embryonnaire, on peut dire ça? On a un certain nombre de champions, on a un certain nombre sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on a des entreprises qui ont un rang mondial, qui tiennent leur rang au plan mondial. Il faut que ces entreprises montent en puissance pour atteindre les objectifs à l'horizon 2030. Il faut bien voir que 6,5 gigawatts, donc 6500 mégawatts d'électrolyse à l'horizon 2030, c'est un facteur 1000 par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a à peine 7 mégawatts d'électrolyse. Il va falloir atteindre 7000, un facteur 1000. Donc, il va falloir créer des gigafactories, comme on envisage de le faire pour la batterie. Il va falloir mettre en place une infrastructure de recharge de véhicules. Il va falloir mettre en place une infrastructure de transport de l'hydrogène. Tout est à faire. Il y a un marché véritable à construire. Et alors, vos avions, vous pensez les faire, les proposer au public à quel horizon? Alors, on espère pouvoir proposer nos premiers avions au public dans une version intermédiaire qui sera hybride avec encore des composants carbonés en 2024 et de passer 2 ans après à une solution à l'hydrogène qui supprimera les dernières nuisances que nous aurons déjà bien réduites avec la version hybride. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. À bientôt parce qu'on va en reparler évidemment longuement de l'hydrogène sur Bismart et dans cette émission. Merci encore. Tout de suite, Smart Ideas, la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonjour Hariba Rehman, bienvenue. Vous êtes la directrice générale de Fred Bay, MyBoxman, c'est ça? C'est les deux entreprises que vous avez créées. Et vous venez d'être nommée il y a à peu près 1 an présidente de Citizen Entrepreneur. C'est une association qui a été fondée en 2007. Vous pouvez nous rappeler sa mission? Alors, sa mission, lorsque ça a été créé, c'était vraiment un petit peu, entre guillemets, doré, j'ai envie de dire, les entrepreneurs en général. Parce qu'en 2007, il faut remettre ça dans le contexte, l'entrepreneuriat, ce n'était pas encore ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneur, tout le monde veut devenir entrepreneur, dans le bon sens du terme, c'est vraiment très apprécié. À l'époque, il y avait quand même pas mal de travail à faire. Et chose qui a bien été réussite par l'ancien président, qui est Grégoire Santilles. Ouais. Et donc, vous vous adressez à qui? Aux jeunes entrepreneurs principalement. Et votre objectif, c'est quoi? C'est de les faire rayonner? Alors, le Citizen Entrepreneur a essentiellement 3 objectifs. Le premier, ça va être vraiment l'accompagnement, donc via le coaching international. Ça veut dire qu'on va aider vraiment tous les entrepreneurs français à aller à l'international, donc connaître la croissance en France, mais à une vision plus globale. C'est de représenter la France au sommet du G20 des jeunes entrepreneurs, où là, ils vont rencontrer entre 400 et 600 entrepreneurs. Donc, c'est aussi la partie networking. Ouais. Vous y avez déjà participé à ces G20. Qu'est-ce que ça apporte à un chef d'entreprise, au chef d'entreprise que vous êtes? Alors, pour moi, une vraie bouffée d'air.
c'est de sortir de la France, de sa zone de confort, d'aller vraiment rencontrer tous ces entrepreneurs, de brainstormer, de leur faire part de mes idées, de dire, voilà, et d'être challengé, beaucoup challengé, et de pouvoir aussi travailler des différentes synergies au niveau international. Donc, forcément très intéressant, puisque j'en ai fait 4. Oui, donc ça veut dire que c'était utile. Donc vous avez dit 1, 2, il manquait le 3 dans la démonstration sur les missions de Citizen Entrepreneur. Et le troisième, qui est quand même le plus important, c'est de remettre les recommandations au gouvernement français et aux pays des G20 post-sommet. Alors, justement, les recommandations, là, on est dans une période qui est quand même très particulière économiquement pour la société française, pour les sociétés dans le monde. Comment vous intégrez cette dimension Covid dans la réflexion et dans les recommandations que vous pourriez faire? Alors, ça s'est fait très naturellement. Très naturellement, cette année, lorsque la délégation a été constituée, donc je rappelle que cette année, ça avait lieu sous la présidence de l'Arabie Saoudite. Donc nous, on l'a fait en virtuel, mais la délégation française s'est réunie ensemble à Paris. Donc, elle a symbolisé l'écosystème entrepreneurial français, de par sa croissance et sa diversité, puisque nous avions 34% de femmes entrepreneurs, de par sa diversité géographique, puisque 41% des entrepreneurs émanaient des régions et 65% de la délégation avaient une activité à l'international. Donc, vous savez, quand ces entreprises, ces entrepreneurs multisectoriels se réunissent en plein Covid, forcément, le sujet est naturellement remis sur la table. On a remis donc des recommandations, 8 au total, donc 4, donc plus de 50%, qui étaient directement liées avec la crise Covid. Avec peut-être une idée que vous pourriez mettre en avant, une recommandation? Alors, sur les 4, on a eu donc créé un Small Business Act. Il y a eu aussi donc déployé un report à nouveau pour toutes les entreprises qui font du crédit via le crédit impôt 2020-2021. Voilà, est-ce que ça a encore du sens ou quel sens ça prend de vouloir accompagner des entrepreneurs à l'international quand tout le monde parle de relocalisation? Mais ça a du sens parce qu'on ne peut pas parler de démondialisation. C'est juste pas possible. Et puis quand on parle de l'international, on parle quand même aussi de l'Europe. Bien sûr. Et aujourd'hui, construire une Europe compétitive, c'est indispensable, c'est même utile et c'est la demande de tous les entrepreneurs. La France tout seul, malheureusement, elle n'y arrivera pas. Ouais. Un mot, il nous reste un peu plus d'une minute pour parler de Fred Bay. Vous reviendrez expliquer ce que vous faites en détail, mais Fred Bay, on est en plein dans les sociétés à impact positif. Pourquoi ? Parce que Fred Bay, ça a un impact écologique important, puisque en fait, nous, on a mis en place, donc pareil en 2008 que j'ai lancé ça, on optimise tous les places disponibles dans les camions à vide ou à moitié remplis, ce qui permet vraiment de faire une économie des émissions de gaz polluants, d'un côté pour les entrepreneurs, les transporteurs et les déménageurs professionnels, et de l'autre côté d'avoir une économie sur les prestations de déménagement et de transport en moyenne de 40% par rapport au prix du marché. Donc l'impact, il est gagnant-gagnant pour les deux. Effectivement, et vous reviendrez, c'est une promesse pour en parler à Ariba Rehman. Merci beaucoup, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin. Elle est passée trop vite cette émission, mais c'est plutôt bon signe. On se retrouve demain à 9h, midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux.